tous. Depuis peu, il souffle, mesdames, messieurs, au Bénin, bien loin du 28 avril, date du scrutin législatif, un grand vent de campagne électorale précoce qui n'aura échappé à personne. Atténué sous l'effet de la vague de dénonciation qui s'en est suivie, les auteurs n'attendent désormais que le lancement officiel de la campagne électorale pour démarrer les hostilités. Le principal canal pour atteindre le grand nombre vraisemblablement reste les réseaux sociaux, vecteurs phares d'information et de communication, par ces temps où le numérique semble avoir plus que jamais le vent en poupe. Aux aguets pour offrir leur service, une jeunesse particulièrement mobilisée pour première élection sous le régime Talon, toute première élection au lendemain du vote du code numérique. Quel pourrait en être l'impact? Il s'agit là, mesdames, messieurs, du fil d'Ariane de ce nouveau numéro de votre émission débat 100% Bénin. Thème au menu, le numérique au Bénin à l'ère de la rupture. Quelle contribution à l'enracinement de la démocratie? Sur ce plateau, en ma compagnie, l'un des acteurs du code numérique, Parfait Aoyou, et son nom, il est l'un des conseillers, sinon le conseiller, technique à l'information et à l'économie numérique du président de l'Assemblée nationale. Politiquement, il a une casquette, oui, il est l'un des militants du PRD. Il y croit Dieu comme frère. Parfait Aoyou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers amis. Et merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Un débat technique, mais aussi politique. En face de lui, Laurent Delors Faton, l'un des jeunes qui croit que grâce au numérique, on peut révolutionner tout un monde, rompre avec cette période de souffrance que connaît toute une jeunesse, pas qu'au Bénin, mais en Afrique. Mais alors, il va falloir savoir s'y prendre. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE. Une fine fleur qui compte. Laurent Delors Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Géry-Tondi. C'est un plaisir de me retrouver une fois encore sur votre plateau après mon petit silence qui a duré environ 2 mois. Oui, l'homme a été absent des plateaux pour des raisons qu'on a rappelées en son temps par ici. On espère que c'est définitivement du passé. En tout cas, la police républicaine est résolument engagée à accompagner les citoyens individuellement, mais aussi collectivement. Mais la sécurité reste d'abord une question personnelle, dit-on. Mais encore faudrait-il comprendre que l'être humain reste sacré. Oui. L'émission du jour, comme vous l'avez constaté, tournera autour de la problématique du numérique à une période où le chômage bat son plein. Le 28 avril, nous allons circonscrire le sujet donc, le 28 janvier, pour être exact, la communauté internationale célébrait la journée mondiale du code du numérique, mais relativement au code la protection des données personnelles, relativement à la protection des données personnelles. Oui, c'est le thème ESA, protection des données personnelles. Le Bénin faisant partie d'un des points de ce gros village planétaire, les projecteurs étaient braqués par cette jeunesse qui ne rêve désormais que par cette voie pour se réaliser. Mais silence radio un peu partout autour de la problématique. Parfait, Aoyo, une problématique qui vous interpelle, mais un peu partout, on a eu comme l'impression que le sujet ne comptait que pour cette jeunesse. Pourquoi ce long silence autour d'une question quand même restée importante? Oui, merci beaucoup. La problématique de la protection des données à caractère personnel, pour ne pas dire des données personnelles, n'est pas toujours bien perçue. La communauté internationale se bat depuis des années pour que cela soit une réalité au niveau de tous les peuples. Ce qu'il faut retenir, c'est un principe de liberté fondamentale, c'est un principe de droit de l'homme tout court, et c'est un principe de la conservation de la dignité humaine. Et par conséquent, lorsque ces données passent sur les réseaux sociaux, sur des vecteurs de diffusion d'informations, il faut beaucoup faire attention. Et c'est pour ça que la journée a été consacrée par le système, par la communauté internationale. Si nous revenons au Bénin, peut-être que la même méconnaissance faisant foi, on n'a pas pu célébrer avec face
cet événement. Il n'en demeure pas moins qu'au Bénin, nous avons un corpus législatif à travers le Code du numérique voté et promulgué, qui désormais consacre dans son livre 5, le livre 5e, tout un pan sur le sujet, et pour être précis, les articles 379 jusqu'à 490 parlent de toute l'organisation, et en la matière, le Bénin peut s'en réjouir. Oui, en la matière, le Bénin peut s'en réjouir. D'ailleurs, le pays fait partie de l'un de ces pays vitrines en matière de tests de loi pour permettre la vitalité démocratique, mais l'applicabilité reste souvent le problème de l'offre. Ils étaient nombreux à s'attendre à pouvoir vivre un moment exceptionnel du 28 au 29, silence radio. C'est l'outil sur lequel vous travaillez singulièrement. Cette journée a compté pour vous. Ce silence a été un silence qui a aussi compté pour vous. Comment l'avez-vous vécu cette journée? Vous savez, la question du numérique reste encore une culture à créer chez nous. Parce que à créer. Parce que c'est une habitude qui est née. Lorsqu'on en est arrivé déjà à avoir un code numérique, il faut dire que la culture est à créer. C'est pour ça que nous avons quelquefois décrié l'aspect que le code numérique a pris. C'est un acquis. Il fallait qu'on ait un code. Mais vous savez, la culture numérique a commencé chez nous il y a à peine une dizaine d'années. Alors qu'il faut du temps pour qu'une telle culture s'enracine et devienne vitale, dynamique, je dirais. Et tant qu'on n'a pas eu ce temps et que la culture numérique n'est pas devenue une réalité, parce que combien de jeunes sont aujourd'hui dans le monde numérique et combien de nos parents connaissent le numérique? Ceux-là qui ont commencé par découvrir le numérique, il faut qu'ils s'y habituent et qu'ils arrivent à découvrir les nombreuses opportunités et tout ce que le numérique peut nous apporter de manière ordinaire avant qu'on ne parle au niveau économique et autres, et même au niveau intellectuel et autres. Mais tant qu'on n'a pas créé cet arsenal, ce que dit cette culture numérique, et qu'on ne commence pas à promouvoir rien que la répression, parce que c'est ce qui s'est dégagé au fait à travers le code numérique que nous avons connu au Bénin. Le code numérique a régulé tout ce qui concerne le numérique et a bien encadré le domaine. Mais il s'est fait qu'on a fait une campagne au code numérique qui n'a fait que montrer les aspects de répression. Et ces aspects de répression ont fait oublier tout l'aspect que le code avait. Et en dehors de cette question, il y a un arsenal, je dirais, technologique que le code a demandé à l'État bénin de mettre en place. Cet arsenal n'est pas mis en place. On a commencé exclusivement par utiliser un côté. Le côté répression, le procureur de la République en a parlé, il a fait des conférences, en a parlé avec les OPJ et consorts. Mais personne n'a pris le temps pour valoriser et faire connaître au peuple béninois, à la jeunesse, les autres aspects de ce code. Ce qu'il aurait fallu faire d'abord, parce qu'on ne peut pas commencer par réprimer les gens s'ils ne connaissent pas de quoi il est question réellement. Mais on n'a pas fait, c'est ce qu'on n'a pas fait. Et vous avez vu, il n'y a pas eu de manifestation officielle. C'est-à-dire qu'à ce jour... Vous voulez dire que le 28 janvier a été un rendez-vous manqué? Un rendez-vous manqué. Mais pourquoi un rendez-vous manqué? Vous savez, entre ce que nous disons et ce que nous faisons au Bénin, il y a souvent un gap. L'autorité actuelle, le régime en place, a formulé des vœux de transformer le numérique en un instrument de développement au Bénin. C'est clairement spécifié dans le PAG. Et le code aussi a été élaboré dans ce cadre. Mais qu'est-ce que vous voyez les actes qui sont posés à côté de cet arsenal et cette volonté? Les actes sont carrément aux antipodes de ce qu'on a voulu. Prenons deux exemples. On a montré quand même qu'il y a des hommes qui ont été mis en prison parce qu'ils ont commis des infractions liées au code numérique. Le cas de Korogoné est connu. C'est un régime qui nous a dit qu'il veut faire la promotion du numérique. Et dans le PAG, et comme dans le code aussi, il est clairement spécifié qu'il faut œuvrer à ce que les coûts de connexion et d'installation de fibres optiques et consoles de couverture de l'Internet soient plus larges, à des coûts moindres aux utilisateurs. Le contraste qui s'est fait est qu'on a senti qu'on a augmenté les coûts de connexion et que le déploiement de l'arsenal de connexion qui devrait se faire dans un délai bien précis n'a pas été fait comme c'était prévu. C'est-à-dire que la volonté était là au départ. Il y a
un arsenal juridique qui a été mis en place à cet effet. Mais les actes qui ont été posés par le régime en place nous ont montré qu'en réalité, ils ne sont pas dans la logique de ce qu'ils avaient dit au départ. Cela prouve à dessein qu'hier, on n'a pas vu de manifestation. Parce que ce n'est pas un secteur qui intéresse a priori le gouvernement. Mais comme nous sommes dans une dynamique mondiale où tout le monde parle du numérique, il faut aussi qu'ils en parlent. Mais quand ils en parlent, dans la réalité des faits, on ne sent pas qu'ils sont préoccupés par cette dynamique. Alors que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la jeunesse béninoise, comme celle du monde entier, est portée vers ce numérique. Il n'y a rien à faire pour faire marche en arrière. Il n'y a plus aucune solution. Soit on accompagne, ou on les abandonne eux-mêmes et ils vont faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent ne sera pas utile pour nous, et ni pour eux-mêmes. Parce que nous avons connu quand même le printemps arabe qui a été aussi un phénomène, qu'on ne le veuille pas, de l'avancée des technologies ou de l'information et de la communication aujourd'hui. Et si la jeunesse béninoise n'est pas cadrée, n'est pas mieux structurée dans le domaine du numérique, nous risquons d'avoir des revers du numérique, alors que normalement, c'est une opportunité qu'on devait saisir pour que le pays se développe davantage. Le numérique, une opportunité certaine à saisir. Ce qu'on observe pour l'instant, pas fait à Oyo, c'est vraiment une forte mobilisation de cette jeunesse qui, même parfois sans boussole, parce que l'outil est très dense, pour parler du code actuellement disponible. Ce qu'on observe manifestement ces temps-ci, c'est une certaine mobilisation pour constituer le marché phare à mettre à disposition des acteurs politiques. Et en y allant de cette façon au regard du code électoral, quels sont les gains qu'il va falloir mettre, où ce marché peut s'animer n'importe comment et servir la clientèle spécifique n'importe comment. Oui, le numérique, ou bien l'économie numérique, pour être précis, a touché tous les secteurs de l'économie. Donc le secteur de la communication, le secteur de l'autocommunication s'est développé à cause de la diffusion massive des moyens de communication que sont désormais les smartphones qui sont à disposition et à moindre coût, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. À partir de cet instant, les jeunes ont des outils et beaucoup d'applications sont développées. Seulement que cet écosystème a ses manières de fonctionner, d'une part, et d'autre part, on n'évolue pas ex nihilo, on évolue, on développe les applications dans un contexte réglementaire national, local et international. Donc le numérique sur le plan international est cadré, sur le plan régional, il est cadré, et sur le plan national, nous avons un code qui le cadre. Donc ce que les jeunes doivent savoir, c'est un redoutable outil de développement et de transformation. C'est un outil qu'ils doivent saisir. Encore qu'il eût fallu qu'ils soient formés, bien formés. Ça, c'est un premier aspect. Qu'ils aient des idées, de bonnes idées. Ça, c'est un deuxième aspect. Et que l'accompagnement nécessaire se fasse aussi bien sur le plan infrastructurel, sur le plan d'accompagnement de création d'entreprises et surtout sur le plan de la maîtrise des tests. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens prennent des bouts et commencent pas à utiliser les réseaux sociaux comme bon leur semble. Vous me diriez, à raison d'ailleurs, que la nature a horreur de vie. Effectivement, aujourd'hui et depuis la campagne de Barack Obama, le numérique est rentré dans la politique comme outil de communication politique. Et à partir de cet instant, ça s'est peaufiné. Et l'espace francophone a connu cela il y a à peine 5 ans, pour citer l'exemple de la France. Et donc, dans la campagne actuellement, sous tous les aspects, nous aurons le numérique du début jusqu'à la fin. Mais ce que les jeunes doivent savoir, saisir cette opportunité, il faut se former. Saisir cette opportunité, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. La diffamation est réprimée comme elle l'est si on n'a pas l'outil informatique. Monsieur Delors parlait tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec lui en étant utilisateur, même si je vais relativiser un peu, qu'effectivement on a taxé les mots. Effectivement, ça ne plaît pas aux jeunes. Mais je crois qu'il y a d'autres contraintes autres que des contraintes politiques qui ont permis cela, parce que l'infrastructure a un coût. Et ça, un délai d'installation, un délai de rentabilisation, ce qu'on appelle ROI, retour sur investissement, qui est énorme. Et à partir de cet instant, il a fallu
on essaye de rattraper un peu, sinon on n'aura jamais l'infrastructure. J'ouvre et je ferme cette parenthèse. C'est vrai qu'il n'est pas admis que les mots, pour parler comme les jeunes, soient taxés. Mais il y a des contraintes de gestion que, autour de cette table, nous ne connaissons pas. Et je ne veux pas trop polémiquer là-dessus. Mais les jeunes doivent savoir précisément qu'il ne faut pas utiliser le numérique pour n'importe quelle fin. Il y a des opportunités, il y a des applications qui se développent, il y a même un métier de community management orienté politique, orienté stratégie politique, et qui se développe, qui se forme, des DESS se font en Europe, au Canada, pour montrer qu'à partir du numérique, on peut revoir le paradigme de la communication politique, la communication du marketing politique, le marketing tout court à travers ces outils-là. Seulement que c'est protégé. Il faut éviter toute calomnie, toute diffamation, toute vidéo tronquée. Il faut respecter la vie privée des personnes, et tous ces aspects, si vous permettez, nous allons revenir là-dessus. Notre code l'interdit et les jeunes doivent faire attention. Les jeunes doivent faire attention. Et pour ne pas être piégés par les politiques. Alors, pour ne pas être piégés par les politiques, mais la question alors de ces politiques, lorsqu'on dit que c'est un outil formidable, donc une opportunité immense pour cette jeunesse, mais pour y arriver, bénéficier de ces fruits, il lui fallut une formation au préalable. J'ai envie de vous demander, qui peut assurer la formation de cette jeunesse-là? Vous avez parlé du cas du Canada et autres, les professionnels sur place, ça existe certainement, mais une jeunesse qui considère cette période comme une période d'opportunité exceptionnelle pour pouvoir se mettre un peu dans la poche, comme on dit, et qui donc n'a pas les moyens, fait comment finalement? Non, ce qu'il faut faire, c'est de se faire encadrer. C'est de ne pas qu'ils aillent un peu sur les réseaux. Ça, je suis dans ce que j'appelle la débrouillardise. Et j'interpelle en même temps les autorités et les responsables pour dire que désormais, ceux qui sont promoteurs d'écoles doivent penser au curricula lié au numérique. Ceux qui sont parents d'élèves doivent aussi penser au curricula. Il y a deux manières de faire. Il y a le curricula de la formation initiale, c'est-à-dire qu'on commence la formation de la base jusqu'au sommet, et le curricula de la formation que j'appelle la formation continue, c'est-à-dire qu'on apprend à travers des formations de courte durée, on apprend à utiliser cela, et c'est là où on attend une politique nationale digne de ce nom, qui commence par la mise en place de l'infrastructure. Oui, ça prend du temps. Ce n'est pas comme du pain qu'on va chercher chez le boulanger. Ça prend du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. L'infrastructure, ça prend du temps. Ça se construit. Après cela, il faut penser au curricula, intégrer ce curricula-là. Il faut avoir ce que nous appelons des incubateurs, et pas des incubateurs comme tout le monde chante, des incubateurs basés sur le programme d'action d'un gouvernement, puisque c'est le programme d'action du gouvernement, c'est le document à partir duquel on mobilise les ressources de l'État pour pouvoir développer pour le bien-être de la population. Quand on identifie ce qu'on appelle les niches, les possibilités, la politique en est une, les différents secteurs, l'agriculture, la santé, l'éducation, le tourisme sont des niches à partir desquelles l'État est demandeur, et l'État doit pouvoir ouvrir la vanne pour les jeunes, pour que les jeunes, à partir de cet instant et à travers un encadrement, puissent s'éclore pour faire valoir leur talent. Aujourd'hui, on est autodidacte en termes de numérique. On est ce qu'on appelle des utilisateurs. Des utilisateurs, maintenant, j'en veux, moi, des utilisateurs avertis. Des utilisateurs qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Et surtout, éviter les travers. Oui, mais alors, il va falloir franchir une étape décisive. Et celle-là est celle de la formation, pour être véritablement outillé afin de bénéficier de ces opportunités. De l'enfanton qui pourrait aider cette jeunesse à être au pas. Vous savez, je ne veux pas tourner le regard a priori sur l'État. Parce que vous vous souvenez, dans les années 2000, quand l'informatique a commencé par Corazon Boumou-Béné, il y a eu beaucoup d'initiatives privées. Dans nos collèges, c'était des jeunes
qui avait formé des ONG, qui allaient installer les structures de formation dans les collèges, dans les villages. Partout au Bénin, il y avait quand même des initiatives dans les années 2015, jusqu'à 2000, 2003, 2005. Il y avait beaucoup d'initiatives dans le pays et les gens allaient auprès des DDAMS et consorts pour demander d'agrément ou bien pour demander d'accompagnement. Je pense que nous sommes rentrés dans une autre dynamique. Et il faudra que cette nouvelle dynamique prenne corps et que de nouveaux jeunes prennent ce secteur comme un nouveau secteur désormais où il faudra aller former la jeunesse sans attendre l'État. Et que moi, je serais pour que ce soit d'autres jeunes qui aient la chance de connaître un peu, de se faire former un peu, qui ont, de par leur débrouillardisme qu'on peut dire, acquis certaines expériences, qu'ils se mettent ensemble pour créer désormais de nouvelles entreprises qui iront former, s'installer pour n'offrir que le service de la formation à l'économie numérique des jeunes. Cette initiative, ces initiatives nous aideront beaucoup. Mais à attendre l'État central, on n'y arrivera jamais. Alors, un terrain immense, vous le dites si bien. Un grand terrain, immense d'opportunités. La responsabilité de l'État s'est engagée, mais l'État, lui tout seul, ne pourra rien faire. Alors, dites, vous qui portez si bien le manteau de secrétaire général adjoint à l'économie numérique au niveau des FCBE, est-ce qu'il y a déjà un plan pour accompagner cette jeunesse, en tout cas là où vous êtes? Il faut dire qu'en tant que secrétaire national adjoint, nous avons, le parti a un programme de société générale où on a demandé à chaque secteur d'élaborer leur projet particulier. Nous, dans notre secteur, nous avons élaboré le projet particulier, mais on attend que tous les autres programmes du parti sortent comme un document. Mais à notre niveau, parce que nous sommes deux qui nous occupons de la question, nous avons un programme élaboré à notre sein qui ne concerne pas seulement les jeunes de manière générale, mais qui concerne aussi les femmes, qui concerne aussi les communautés, les municipalités et nos mairies. Un programme qui attend d'être opérationnel, c'est oui, cela. d'être opérationnel. Alors, parce que nous sommes dans le mouvement politique. Dans le feu de l'action, puisque nous y sommes pour parler des contributions possibles de ce numérique à l'enracinement de la démocratie. Nous vivons depuis quelque temps, vous avec, puisque vous êtes les premiers concernés, vous avez votre casquette d'acteur politique, une période qui ne dit pas son nom et c'est déjà parti pour rester dans cette période où la jeunesse va devoir savoir qu'elle a en main un couteau à double tranchant. Comment s'y prend-on? On se rappelle que durant cette période de pré-campagne précoce, il y a par exemple une vidéo qui a circulé, qu'on a entre-temps transformée en audio, où un acteur politique a tenu un certain nombre de propos vis-à-vis de notre leader. Et après des jours, ça a généré ce que ça a généré. On a pu entendre cet acteur dire, ces propos, je les ai tenus dans un cadre bien spécifique. Et ce qui a été fait là, ça a été du piratage, voilà un peu les mots utilisés. Quand on veut rester actuel sur cette vidéo, Parfait Aoyo, qu'est-ce qu'on peut dire? L'intéressé qui a tenu ses propos, sa responsabilité est-elle engagée? L'homme qui s'est permis de filmer, c'est vrai, quand on regarde bien cette vidéo, ça ressemble à une vidéo qu'on a subtilement pris, très rapidement, qu'on a balancée. Alors, quelle est sa responsabilité? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, que ça soit très bien clair au niveau des jeunes qui nous écoutent. Lorsque vous faites des vidéos, des images ou des sons dans des conditions privées, vous avez, à l'aune du Code du numérique en vigueur en République du Bénin, l'obligation de demander l'autorisation à l'auteur de la vidéo avant la publication. Première chose. Obligation que l'auteur de la vidéo ou de la donnée, pour faire simple, vous donne l'ordre de publier parce que la donnée, la vidéo a été produite dans des conditions purement privées. C'est clair. Hein? Si vous n'avez pas l'autorisation de publier de telles vidéos, vous êtes poursuivi au nom de la loi. Non. Première chose. Ouais, avant de passer à la seconde chose, ouais, pour qu'on puisse se comprendre et se faire comprendre des téléspectateurs, voilà une vidéo qui a circulé, on entend clairement la voix de candidat Zanaï, sans le voir par exemple. Oui. Il a dit, je ne rappelle plus ce qu'il a dit, tout le monde a suivi, il a tenu un certain nombre de propos. Après, des jours après, avec les réactions qui s'en sont suivies, l'homme déclare que cette vidéo a été piratée.
lui, il a tenu ses propos dans un cadre bien spécifique. Eh bien, il ne sait pas comment les gens se sont arrangés pour faire circuler cette vidéo-là. Vous voulez dire que celui qui a pu publier cette vidéo aurait pu demander d'abord l'autorisation à Candida Zenaï avant de le faire, oui, et ne l'ayant pas fait, qu'on peut le poursuivre, c'est cela? Oui, c'est ce que je dis. Si dans le cas que vous citez, la personne politique a fait sa déclaration dans un cadre privé, c'est-à-dire il est dans son salon, entre ses amis, il est libre de parler, et que quelqu'un filme à son insu ou on filme quelque chose dans le cadre privé, avant que la vidéo ne sorte, il doit donner son autorisation. Alors, lorsque vous êtes avec vos militants, et vous êtes en aparté, vous n'avez pas invité la presse et vous parlez, est-ce qu'un militant peut se permettre de filmer? Non, le militant qui a filmé dans un cadre privé est en infraction. Ah bon? Il est en infraction. En fait, en termes de publication. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on veut savoir. C'est ça, là, il est en infraction. Première chose. Maintenant, si vous êtes acteur public et que vous êtes devant une assemblée, que vous tenez ces propos, et alors là, les propos peuvent partir comme ça, parce que vous avez choisi l'option de les rendre publics. Ça, c'est autre chose. Si c'est dans un meeting que vous avez tenu ces propos, il n'y a pas de raison que la personne ne diffuse. Ça, c'est ce qu'on appelle l'authentification de la donnée. Il se pourrait que la donnée dont on parle, on puisse faire ce qu'on appelle des juxtapositions. Donc, on prend une vidéo où quelqu'un est debout, on va chercher un son pris dans d'autres conditions pour pouvoir faire un montage. Il y a des logiciels qui le font très bien et aisément, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si on demande l'expertise, on sait montrer que cette vidéo a été prise dans une autre condition et ce son a été pris dans d'autres conditions et c'est démontrable. Et à l'aune de l'article 577 du Code du numérique qui existe, qui est en vigueur au Bénin, on peut très bien démontrer que cette vidéo est tronquée et à partir de cet instant, on peut enclencher la procédure. Donc, que les jeunes sachent bien les conditions dans lesquelles les vidéos ont été faites. Je vais donner un exemple. Vous avez une amie, vous êtes ensemble et vous discutez de choses d'adultes ensemble, vous prenez des photos, vous prenez des vidéos à deux. Cette vidéo est destinée pour être un usage interne. Si ça ressort sur les réseaux sociaux, celui qui l'a publié est passible de peine. C'est la même chose. Par contre, si vous allez à Nollywood ou à Hollywood pour aller tourner comme Rocco, comme des acteurs, là, c'est un autre domaine et ça a le traitement autre. Voilà. Oui, attends, là, c'est se mettre la corde au cou dans les choix qui finalement se font. Chose pas forcément connue de ces utilisateurs. Et pourtant, vous aurez besoin de travailler avec eux. Et on sait que les coûts sont permis. Et il paraît tous les coûts. Mais à suivre un peu le spécialiste, tous les coûts ne sont pas forcément permis avec l'exploitation des vidéos. Vous savez, c'est en politique que la chose devient plus compliquée. Parce que le politique, il analyse toujours le pour et le contre. Ce dont vous parlez concernant la vidéo qui a circulé, parlant de Candida Zenaï, l'idée aurait voulu que Candida Zenaï cherche à porter d'abord plainte et qu'il cherche à connaître celui qui a publié et que la personne réponde. Mais il est un acteur politique dans un contexte bien déterminé. Et si lui-même, aujourd'hui, se permet de faire ça, la conséquence sera inévitablement grande sur sa personne. Parce qu'on critique un régime qui arrête des jeunes qui ont, par le passé récent, fait emprisonner des jeunes pour des actes commis dans l'espace numérique. Voilà que lui-même, acteur politique de l'opposition, il se retrouve face à d'autres qui ont publié des vidéos le concernant sur l'espace numérique. Ça devient très difficile pour l'acteur politique. Et quand il analyse le pour et le contre, je pense qu'il n'a pas de solution que de se taire. Mais la loi, elle est la loi. C'est pour ça que j'aurais voulu que de manière collective, si la loi devait rester en l'état, qu'on fasse tout pour la faire connaître davantage. Qu'il y ait des espaces, et ça, je parle à tous les acteurs politiques,
qu'il y ait des espaces à travers lesquels nous formons davantage nos militants. Parce que ce sont des militants d'un parti politique qui ont relayé cette information. Il aurait fallu simplement qu'on forme davantage les militants et que nous arrivions aussi à actualiser un peu notre culture. Notre culture qui cherche par tous les moyens à dénigrer, à détruire l'autre, juste pour des raisons, je dirais, immédiates et passagères. Parce que, qu'est-ce qu'on a à gagner à montrer que les deux acteurs, l'un s'en veut à l'autre jusqu'à ce niveau? Il paraît que c'est le jeu politique. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que ce soit le jeu politique. Il y a aussi une culture que nous avons chez nous sur laquelle il faudra agir. Mais en l'espace, ce dont nous parlons aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Candide est venu démentir le fait. Et que celui qui a posé l'acte, c'est lui qui est incriminé. Et on aurait voulu normalement qu'on l'incrimine, mais ça ne se passera pas parce que nous sommes à une élection, pratiquement proche d'une élection, et les acteurs politiques sont chacun d'eux dans un jeu. Et ce qui s'est fait, ça désavantage Candide normalement. Parce que si c'est... Vous savez, il pouvait arriver qu'un acteur aussi fasse le jeu, qu'il l'ait fait dans un espace public, qui demande, privé de balancer sur les réseaux sociaux pour avoir un résultat donné et venir démentir le contraire. Ça veut dire que là où nous sommes, rien n'est sûr par rapport à la situation dont vous parlez. L'idéal aurait voulu quand même que les jeunes soient beaucoup plus davantage formés pour qu'on ne porte pas trop atteinte à cette... qu'on n'aille pas nous-mêmes nous faire piéger par le texte de loi qui existe. Demain, on pourrait revenir sur le code, personne ne sait. Mais à ce jour, c'est ce code qui est en vigueur et nous devons tout faire pour ne pas porter atteinte au code tel qu'il est élaboré aujourd'hui. En tout cas, il faut que ça se sache. Toute vidéo n'est pas forcément bonne à exploiter, tout élément n'est pas bon à balancer. Le code est clair, si certains peuvent fermer les yeux sur certains faits, d'autres non, parce qu'en pleine période électorale, on aura tout vu. Hier, ce sont des propos diffamatoires, dites-vous. Demain, ça pourrait être des vidéos d'une certaine sensibilité qu'on pourrait découvrir sur les réseaux sociaux. Il faut savoir raison garder. Tout à fait. Alors, parlant de ce code numérique, est-ce que dans l'exploitation, comme ça s'entend, on peut se permettre de filmer un certain nombre de données, puisqu'on parle de données à caractère personnel? J'évoque les vidéos qui ont circulé récemment, comme quoi il y a de ces citoyens qui, point oui ou un non, laissent d'autres filmer leur carte d'électeur. Est-ce que, au regard du code électoral, ceci reste une infraction ou c'est des faits qu'on pourrait aussi permettre? Oui, vous voyez... je suis d'accord avec M. Delors-Faton quand il dit qu'il faut former les citoyens. C'est vrai que le code du numérique, nous avons un code très dense, beaucoup technique, et c'est illustré malheureusement que par sa partie répressive, le livre 6. Une partie du livre 6. Sinon, c'est quand même un code de 7 livres. Donc, les autres livres. Très, très dense. Quid des autres livres. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui remettent l'économie numérique au centre de la problématique de développement. Pour revenir à votre question, ma référence va être l'article 407. L'article 407 du même code parle des traitements. Tous les traitements qui portent, je cite de tête, qui portent sur, qui présentent des risques, il faut être précis, des risques particuliers au regard des libertés fondamentales, des droits de l'homme. Par exemple, tout traitement portant sur le numéro national identique. Par exemple, le numéro sur une carte LEPI, oui. Le numéro RAVIP, l'IFU, ou qui porte sur des données biométriques. Lorsque vous êtes une structure privée, commerciale ou étatique, et que vous voulez traiter ces données-là, donc reprendre votre problématique de numéro de la carte de l'EPI, vous avez l'obligation de demander la permission à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Non mais... Toute action de traitement d'un numéro de carte de l'EPI sans autorisation préalable est une infraction au code du numérique. Ok, vous avez dit traitement, mais lorsque je prends mon appareil, je m'amuse à
prendre les données de l'orphaton sur sa carte et autres. Bon, librement, je peux manipuler les données comme je l'entends. Non, attends. Alors, je vais cumuler avec l'article 380. L'article 380 parle du champ d'application de l'exploitation des données à caractère personnel. On parle de collecte. Donc là, vous êtes dans le cas d'une collecte. Je peux faire la collecte. Oui, donc la collecte aussi est interdite. Ah bon? Avec l'autorisation. Là, il faut lire l'article 380 cumulé avec l'article 407. Donc, je dis, lorsque vous collectez, vous traitez, vous faites la transmission, le stockage de données personnelles du citoyen par un traitement automatisé ou manuel, article 380, et que on se rend compte que les données que vous avez collectées sont des données telles que il y a des risques à atteinte à la liberté, que ce soit des données portant sur le numéro national d'identification unique. Alors là, l'article 407 se met en branle pour dire, parce que c'est cette donnée-là, vous avez droit à l'autorisation. Est-ce que je me suis fait clair? Oui. Ça veut dire que celui qui collecte doit aussi demander la permission parce que l'élément collecté est une donnée, soit biométrique ou une donnée de... En tant que leader d'une formation politique, pour rester en phase avec... Une donnée d'identification nationale. Rester en phase avec le thème, en tant que leader d'une formation politique, est-ce qu'il m'est loisible de choisir d'enregistrer les données de mes militants à la base? M'assurer de leur sérieux, de ce qu'ils sont vraiment avec moi, et puis je peux les recenser. Oui, moi je vous donne un exemple. C'est mon rôle au niveau de mon parti. Je suis chargé du numérique au niveau du PRD. Et nous avons une base de données. Nous avons une base de données du parti, les militants qui sont là. Mais notre base de données, c'est la base de données des militants. La base de données des militants. C'est pour savoir qui cotisent et tout ça. On ne peut pas utiliser cette base de données pour des fins commerciales. On ne peut pas utiliser cette base de données sans la diffusion de cette base de données sans, et bien entendu, il n'y a pas de données biométriques dedans. Parce que si on passe vers les données biométriques, alors là, ça demande une autorisation, comme je suis en train de vous dire, parce que on doit demander l'autorisation avant d'aller à ce niveau-là. Mais avoir nom, prénom, date et lieu de naissance, là où il est, le militant, sa carrière, en fait, son poste, pour pouvoir le positionner sur telle chose, pour pouvoir savoir s'il est il est éligible, qu'il est électeur, tout ça, on peut constituer cette base de données. Mais lorsqu'on veut prendre cette donnée-là et qu'on veut utiliser pour d'autres structures, on doit avoir l'autorisation de ce militant avant de le faire. Et nous, on y veille. On y veille, et si ça va au-delà, on doit pouvoir se référer à l'autorité de traitement des données à caractère personnel. Sinon, on tombe sous le coup de la loi, fût-il État, privé, parti politique ou association. Alors, comment se fait la gestion de ces données pour éviter que ça tombe peut-être dans des mains malveillantes à des fins inavouées et peut-être préjudiciables? J'aurais voulu que vous soyez direct. Pourquoi vous passez à côté de la vérité? La question, elle est claire. La question que vous posez, nous connaissons d'où la question vient. Ah bon? Parce que depuis environ un mois, on a sur les réseaux sociaux, que les gens balancent sur les réseaux sociaux les cartes de l'EPI des citoyens béninois, et qu'il y a une nouvelle carte qui est en train d'être confectionnée au Bénin, où on a les numéros de l'EPI des cartes des citoyens béninois. Alors que ces données sont des données biométriques qu'on ne devrait pas avoir au sein des partis politiques. Et aujourd'hui, non seulement ils ont relevé ces données, mais ces données sont sur la scène publique et dans l'espace numérique. Ce sont les partis les républicains qui le font, ce sont les progressistes qui le font. Alors que tout le monde sait que ces données ne devraient pas être manipulées par des partis politiques dans les contextes où nous sommes actuellement. Et que soyons clairs, des gens ont choisi délibérément de violer un code qu'ils ont eux-mêmes voté et qui est en vigueur, qui frappe d'autres. C'est connu, les données à caractère personnel et biométrique ne doivent pas être manipulées. Monsieur Aouyo était clair. Au sein des FCBE,
tous les militants qui se sont déclarés militants du parti FCBE depuis le congrès, on a leur nom, leur numéro, leur date de naissance et on a leur contact. C'est des données que tout le monde pouvait avoir comme base de données d'un parti politique. Mais quand on va vouloir aller vers les numéros de carte d'identité, vers les numéros de carte l'EPI et vers le numéro de la vie, ça rentre déjà dans un autre domaine, on ne doit pas aller. Et avant même qu'on aille au niveau de la loi, raison tellement simple. Supposons que vous avez le numéro de ma carte d'identité et que vous allez l'exploiter à la banque, mais vous pouvez l'exploiter à la banque en imitant peut-être ma signature, et vous pouvez exploiter ce numéro pour pouvoir avoir accès à mon compte. C'est aussi simple que ça. Ce sont des données qui touchent ma vie personnelle, on ne peut pas y avoir. Mais aujourd'hui, les gens relèvent même ces données pour des fins, on ne sait pas. J'aurais voulu quand même que ceux qui pensent qu'ils sont les plus protégés dans la République se prennent davantage au sérieux, parce que le Bénin, ce qui se passe aujourd'hui, demain, d'autres seront là. Et la loi pourra s'appliquer à eux aussi. Parfait, ce qui est ahurissant, mais qui étonne le citoyen lambda, c'est cette tendance des acteurs politiques, pour ne pas dire même du législateur. Je n'ai pas envie de dire du législateur parce que c'est vrai, s'il y a une tomate qui est pourrie dans le panier, on fait vite la confusion. Mais comment expliquer le fait que ce sont ceux qui ont voté les tests de loi qui travaillent à violer ces tests de temps à autre? Parce que ce n'est pas méconnu. Chaque représentant vient d'une formation politique. Le message devrait pouvoir passer, éviter qu'on se retrouve pratiquement en porte-à-faux avec les tests. Et parfois, ça donne à croire qu'on applique les tests que lorsque ça arrange. Ben, vous savez, la loi humainement est faite pour les autres. Hein. Ah oui, non. C'est pour ça qu'il y a des organes de régulation, c'est pourquoi il y a la justice, c'est pourquoi il y a la police, et pour ramener au principe, et en même temps, il y a les avocats pour montrer que ceux-là aussi, s'ils en abusent, on ramène. Ceci étant, oui. Il y a un propos qui est passé inaperçu. Je vais encore une fois citer encore mon ami Delors, en disant, quand il disait que les populations ne sont pas informées. Moi, tu ne peux pas venir me voir pour dire, monsieur Aoyo, donne ta carte l'EPI. Tu ne peux pas. Quel que soit ce que tu me proposes, tu ne peux même pas oser. Eh bien, ça, c'est Aoyo. Parce que tout naturellement, je vais accepter, et puis nous allons atterrir quelque part, et les quarts d'heure qui vont suivre seront très compliqués pour toi. Oui. Mais le citoyen lambda n'est pas Aoyo. Voilà, et donc il y a une obligation des formations politiques de sensibiliser les militants. C'est leur rôle d'animation de la vie politique. Il ne faut pas laisser le champ, comme on a l'habitude de faire, à une certaine société civile, de faire le boulot à notre place. C'est notre responsabilité de politique de sensibiliser. Bon, pour le moment, on est limité par les moyens publics. Mais c'est la responsabilité de chaque parti politique, d'où l'importance des écoles, d'aller sensibiliser les populations, et une fois qu'on a l'occasion de le faire, et il faut le faire pendant ces périodes-là, parce que la paix, d'une manière globale, dans la cité, est avantageuse pour tout le monde. Donc sur ça, là, c'est un cri de citoyen, simplement, qui demande que les tests et les lois soient respectés. Ceci étant, les jeunes, le recours à la facilité. Nous sommes dans un pays, on est dans le pays de ICC quand même, où des gens croient à tout et n'importe quoi. Donc, quand les gens viennent avec ces idées-là, c'est pas plus ni moins que de l'escroquerie. Il n'y a pas d'autre mot. On utilise leur ignorance. Moi, je crois qu'il n'y a même pas de débat sur ça. Il faut dire aux citoyens que sa carte d'électeur, que sa carte d'identité civile est très importante et est une pièce obligatoire et personnelle, et par rapport à ça, il ne faut pas s'amuser avec. Oui, c'est important à partager. De leur façon, on est pratiquement à la fin par rapport aux défis qu'impose ce code numérique, mais aux enjeux qui se pointent à l'horizon, quelle doit être l'attitude à adopter. Vous allez conclure, ça va être votre mot de la fin. Je pense que les opportunités que nous offre le numérique sont là, mais pratiquement rien ne se fait encore pour qu'on les saisisse davantage.
Je pense que c'est le devoir des acteurs politiques, comme de l'État, comme de la société civile, d'œuvrer à ce que l'économie numérique, la culture numérique se développe davantage dans ce pays et que l'économie numérique apporte sa contribution au développement de notre pays. Et pour y arriver, c'est un travail de collectif que nous devons faire, que ce soit les jeunes, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit l'État, que ce soit aussi les partis politiques, pour non seulement former, mais aussi accompagner cette jeunesse dans sa dynamique à aller vers le numérique. Merci à vous de leur façon. Oui, parfait. Aoyo, 15 secondes. Oui, demander à tous les acteurs d'être vraiment des formateurs, des acteurs politiques, d'être des formateurs et de ne pas voir que la politique est à tous les niveaux, de ramener les valeurs éthiques et morales au sein de la classe politique et de laisser la haine et travailler dans une union, dans un pays apaisé. Et c'est tout le monde qui y gagnera et surtout la jeunesse aujourd'hui a intérêt à suivre des modèles. Merci à vous, Parfait Aoyo. Merci également de leur façon. La paix, rien que la paix, c'est aussi à travers la maîtrise des tests de loi. Tout le monde y gagnera. L'appel est donc sans doute entendu. Pour ce numéro-ci, mesdames, messieurs, je vais m'en arrêter ici. Ça va être sur cette citation de Jean de la Bruyère. On ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses grandes qualités, mais par l'usage qu'il en sait faire. Partager le savoir avec celui qui est supposé être ignorant, c'est tout le monde qui gagnera finalement parce qu'il y aura de la stabilité commune. 100% Bénin, ce sera tout. Les rideaux se referment ici. À demain.